L'Antarctique est si froid et si désolé que rien, en théorie, ne devrait pouvoir survivre sous son immense couche de glace. Pourtant, lorsque des scientifiques chinois ont lancé une nouvelle expédition dans ces terres oubliées, ils ont mis au jour quelque chose d'inattendu. Les instruments se sont soudainement arrêtés, les signaux ont disparu. Et ce qu'ils ont aperçu a poussé plusieurs membres de l'équipe à jurer de ne jamais remettre les pieds là-bas. Le dernier espace vierge sur Terre. L'Antarctique est la masse terrestre la plus inhospitalière et la moins comprise de la planète. Elle s'étend sur plus de 5 millions de miles carrés de glace, un continent entier figé sous des températures pouvant chuter jusqu'à 80 degrés sous zéro. Il n'y a ni arbres, ni habitants permanents, et pendant la majeure partie de l'histoire humaine, aucune raison d'y aller. Les vents y sont si violents que même les avions militaires peinent à atterrir. Pendant des siècles, les explorateurs l'ont surnommé la dernière zone inexplorée, un lieu si reculé que même les satellites saisissaient à peine ce qu'ils observaient. Pourtant, sous cette étendue blanche infinie, les scientifiques ont mis au jour des indices suggérant que la Terre en dessous est loin d'être morte. Dès les années 1950, les premières mesures radar et gravimétriques laissaient entendre que la surface de l'Antarctique dissimulait quelque chose d'extraordinaire. L'équipement était rudimentaire et souvent peu fiable, mais les données révélaient des schémas étranges impossibles à expliquer par la géologie ordinaire. Dès les années 70, la technologie de la guerre froide a permis une cartographie plus précise, et les chercheurs ont commencé à repérer des cratères enfouis et des chaînes de montagnes qui n'auraient pas dû exister. Certains d'entre eux évoquaient les cicatrices laissées par d'immenses impacts, peut-être d'anciens astéroïdes ou comètes ayant frappé bien avant l'histoire connue. Une région en particulier a attiré l'attention car elle présentait à la fois des motifs d'impact circulaires et des interférences magnétiques. C'était comme si quelque chose de métallique, peut-être même artificiel, faussait les relevés. La source d'un étrange signal radio semblait provenir de sous la glace antarctique. Au départ, ces signaux furent pris pour des erreurs. Les scientifiques affirmaient que les déplacements de glace, la roche volcanique ou les dépôts minéraux pouvaient provoquer de fausses mesures. D'autres soutenaient que l'épaisse calotte glaciaire trompait les instruments. Pendant des décennies, ces anomalies furent répertoriées, puis ignorées. Seule une poignée de chercheurs pensaient que quelque chose d'inhabituel pouvait être enfoui sous la glace. Selon les premiers rapports, de petites impulsions magnétiques dans l'Antarctique de l'Est perturbaient même le matériel de recherche. Les données n'ont jamais rien démontré de concluant, mais cela a suffi à éveiller la curiosité de certains scientifiques. À la fin des années 70, l'étude de l'Antarctique était discrètement devenue une compétition entre nations. Les États-Unis, la Russie et quelques pays européens exploitaient d'importantes bases de recherche, mais de vastes zones du continent demeuraient inexplorées. La technologie permettant de voir à travers 3 km de glace solide n'existait tout simplement pas. Avec la montée des préoccupations mondiales liées au climat, les gouvernements ont compris que maîtriser la recherche antarctique permettrait de contrôler les données prédisant l'avenir de la planète. Sous la glace se trouvaient des indices de l'histoire climatique terrestre, de son passé géologique, et peut-être de quelque chose de bien plus ancien. À la fin des années 1980, des chercheurs de plusieurs nations avaient cartographié des fragments du paysage enfoui de l'Antarctique. Mais personne n'avait résolu le mystère de ces étranges relevés. Les signaux demeuraient inexpliqués, et la plupart des équipes étaient dépassées à d'autres projets. Puis la Chine décida d'entrer dans la course. La Chine arrive sur la glace. La décision se transforma rapidement en action. En 1980, la Chine rejoignit le système du traité sur l'Antarctique et commença à préparer sa première mission vers le continent austral. L'Australie, l'une des principales puissances de recherche de la région, invita des scientifiques chinois à se joindre à l'une de ces expéditions. L'objectif était d'aider la Chine à acquérir de l'expérience polaire et à établir une présence coopérative conformément au traité. À l'époque, la Chine ne disposait ni de brise-glace, ni de technologie polaire, ni de formation adaptée au froid extrême. Pourtant, en quelques années, elle accomplirait ce que beaucoup croyaient impossible. Fin 1984, la Chine lança sa première expédition antarctique indépendante à bord d'un cargo réaménagé qui n'avait jamais été conçu pour les eaux polaires. La coque du navire fut renforcée à la hâte et son équipage était composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'officiers de marine ayant peu d'expérience des températures négatives. D'après les registres de mission, ils affrontèrent des tempêtes, durent faire face à des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius et dormirent souvent dans des tentes qui gelaient entièrement durant la nuit. Le voyage mit à l'épreuve toutes leurs limites d'endurance. Après près de 2 mois en mer, ils atteignirent l'île du Roi George, dans les îles Shetland du Sud.
Là, au cœur de la ceinture de tempête, ils construisirent ce qui deviendrait la station Grande Muraille. L'avant-poste fut érigé en seulement 40 jours. Les ouvriers travaillèrent malgré les blizzards, creusant le sol gelé et transportant les fournitures à la main. Une fois achevée, elle devint la première empreinte permanente de la Chine sur la carte antarctique, et la preuve que la nation pouvait survivre à des conditions qui en avaient vaincu d'autres auparavant. Tout au long des années 80 et 90, la Chine continua d'étendre son influence. La station Zhongshan fut établie en 1989, offrant un accès à l'Antarctique de l'Est. 2 décennies plus tard, le programme progressa vers l'intérieur. La station Kunlun ouvrit à Doma en 2009, suivie des stations Taishan et Inexpressible Island. Ensemble, ces bases formèrent un réseau de recherche à travers l'Antarctique de l'Est. Les rapports officiels les décrivaient comme des centres d'études climatiques et géologiques. Cependant, des analystes étrangers remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Les stations formaient un triangle presque parfait autour des montagnes subglaciaires de Gamburtsev, la même chaîne enfouie que le radar avait détectée pour la première fois plusieurs décennies plus tôt. Beaucoup pensaient que cette formation était intentionnelle. Selon plusieurs analystes, ce schéma plaçait le réseau de recherche chinois directement au-dessus de l'une des régions les plus mystérieuses de la glace antarctique. Ce qu'ils tentaient de cartographier là-bas demeurait obscur. Mais en 2018, à la station Kunlun, les instruments commencèrent à capter quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Un écho qui n'aurait pas dû exister. À la station Kunlun, l'équipe de recherche chinoise entama une nouvelle phase de sa mission. Leur objectif était de sonder plus profondément la glace antarctique que n'importe quelle expédition précédente. À l'aide de réseaux radars longue portée montés sur des véhicules chenillés, ils envoyèrent de puissantes impulsions à travers près de 3 km de terrain gelé. Le système avait été conçu pour cartographier la densité et la composition du substrat rocheux sous la glace. Pendant des heures, l'équipe s'attendait à ne voir que des échos bruts provenant de couches compactées de glace et de roches. Au lieu de cela, quelque chose de totalement inattendu apparut sur leurs écrans. Le signal renvoyé ne se comportait pas comme une réflexion géologique normale. La roche naturelle disperse l'énergie radar de façon irrégulière. Mais ce signal revint lisse et puissant. L'onde réfléchie dessinait une courbe nette, presque comme si elle avait rebondi sur une surface métallique. Pensant à un dysfonctionnement, les techniciens recalibrèrent les instruments, remplacèrent les émetteurs et ajustèrent les fréquences. Ils balayèrent de nouveau la même zone à plusieurs reprises, mais la même courbe précise réapparut encore et encore, toujours au même emplacement. Selon des récits ultérieurs, l'arc s'étendait sur près de 4 km sous la surface, dessinant les contours de ce qui ressemblait à un dôme. Pour en être certain, l'équipe élargit la zone de recherche. Ils déplacèrent les véhicules radars sur plusieurs kilomètres et répétèrent les balayages sous de nouveaux angles. Chaque fois, l'écho réapparaissait au même endroit, parfaitement cohérent en forme et en intensité. C'est là que les premiers problèmes techniques commencèrent. Chaque fois que le faisceau radar balayait ses coordonnées précises, les capteurs magnétiques proches des véhicules se mettaient à s'emballer. Les relevés dépassaient largement les niveaux attendus, coupant brièvement les petits instruments. Les moniteurs d'énergie montrèrent de courtes chutes de tension dans les systèmes du camp, et le lien de communication avec la station Zhongshan clignotait par intermittence. Quand le radar s'arrêta, les relevés se stabilisèrent. Quand il reprit, les interférences revinrent, plus fortes encore. Au début, les scientifiques supposèrent que le froid avait endommagé le câblage. Ils inspectèrent les unités d'alimentation et les lignes de communication, mais tout était en ordre. Les dysfonctionnements n'étaient pas aléatoires. Ils ne survenaient que lorsque l'impulsion radar frappait l'étrange formation. Cette découverte perturba tout le camp. Le socle rocheux de l'Antarctique n'a aucune source connue capable de créer de telles interférences magnétiques. Pour que les relevés fluctuent aussi brusquement, quelque chose sous la glace devait produire ou réfléchir de l'énergie. Certains membres de l'équipe se demandèrent discrètement si l'anomalie était active. Incapable d'expliquer les résultats, l'équipe de terrain transmit les données brutes à Pékin pour une analyse approfondie. En quelques jours, ces relevés inhabituels parvinrent à l'Académie chinoise des sciences et à l'Institut de recherche polaire. Sur place, les analystes examinèrent le matériel et confirmèrent que les échos ne correspondaient à aucune formation naturelle connue. Des documents internes identifièrent ensuite le lieu comme l'anomalie G1, nommée d'après ses coordonnées dans les monts subglaciaires Gamburtsev. Les relevés indiquaient une structure d'une taille approximativement équivalente à celle d'un stade de football, enfoui sous 4 km de glace solide. Des rapports affirmaient que la géométrie de l'anomalie révélait des sections creuses à l'intérieur du dôme.
Il ne s'agissait pas d'une masse pleine, mais d'une forme contenant des cavités internes. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir de la coque d'une ancienne météorite entièrement enchâssée dans la glace. D'autres ont proposé qu'il s'agissait d'une caverne entourée de minéraux gelés. Mais plusieurs ingénieurs ayant examiné les données n'étaient pas d'accord. La surface était trop parfaite, la symétrie trop exacte. Un rapport de synthèse aurait conclu: la structure réfléchit comme si elle avait été conçue pour cela. Cette découverte suscita un débat au sein de la communauté chinoise de recherche polaire. S'agissait-il d'une avancée scientifique ou de quelque chose délibérément dissimulé sous le continent? Les équipes avaient signalé que des matériaux magnétiques pouvaient être piégés dans la glace, mais aucune explication ne correspondait aux données. Durant des semaines, l'anomalie renvoya le même écho, comme si elle signalait sa propre présence. La directive finale de Pékin fut brève: confirmer la source. La phase suivante mènerait l'équipe bien plus profondément qu'aucune mission n'avait jamais foré. La descente dans la glace. La directive de Pékin parvint à la station Kunlun au plus fort de l'hiver. En quelques semaines, une expédition spéciale vers les glaces profondes fut assemblée. La mission débuta début 2018, lorsqu'une plateforme de forage thermique modifiée fut acheminée par avion cargo puis réassemblée sur le site. L'équipement associait guidage laser, foreuse modulaire et une unité thermique mobile conçue pour traverser la glace sans provoquer de fractures structurelles. L'équipage travaillait par rotation de 2 minutes. La température était si basse que le fluide hydraulique gelait en plein air et que les outils métalliques se fissuraient s'ils étaient manipulés trop longtemps. Chaque quart était une épreuve d'endurance. Le progrès était d'une lenteur douloureuse. La foreuse descendait mètre par mètre, se frayant un chemin à travers des couches de glace anciennes qui n'avaient pas vu la lumière depuis des millions d'années. Les techniciens surveillaient les relevés des capteurs radars et magnétiques, espérant confirmer les données précédentes. Au lieu de cela, les mesures électromagnétiques s'intensifiaient à mesure qu'ils descendaient. Au début, les signaux étaient faibles, puis ils se mirent à pulser à intervalles réguliers. Le motif se répétait toutes les quelques secondes, trop régulier pour être aléatoire. Un ingénieur le décrira plus tard comme non naturel, mais rythmé, tel un signal provenant de sous la surface. À près de 4 km de profondeur, le son de la foreuse changea brusquement. Ce qui n'était qu'un profond grincement devint un écho aigu, signe indubitable d'un espace creux. L'équipe s'arrêta immédiatement et descendit une caméra à fibre optique dans le forage. Le flux vacilla, puis se stabilisa. Une surface courbe apparut à l'écran, lisse, métallique et recouverte de givre. Elle reflétait la lumière de la caméra en bande nette, comme un miroir enfoui profondément dans la glace. Pendant de longues secondes, personne ne dit un mot. Puis un technicien murmura ce que tous pensaient. C'était bien ça. Les écho-radars, les pics magnétiques, tout convergeait vers ce point. La coupole était bien réelle. Les séquences vidéo furent transmises à Pékin pour vérification. En quelques heures, les analystes confirmèrent que le reflet correspondait aux coordonnées exactes de l'anomalie G1. L'objet mystérieux n'était plus une théorie. Il était physique. À en juger par sa courbure et sa profondeur, la structure s'étendait sur au moins 100 mètres, bien plus grande que n'importe quelle coquille de météorite connue. Pékin approuva immédiatement l'élargissement du puits. Des découpeurs plasma chauffés furent descendus dans l'ouverture, élargissant le tunnel pour permettre aux caméras de se déplacer librement. La vue élargie révéla la coupole entière. Il s'étendait au-delà du cadre de la vidéo, enchâssé dans des couches de glace cristalline. Des échantillons prélevés à sa surface refusaient de fondre, même sous chaleur directe. Examiné avec des spectromètres portables, le matériau ne reflétait aucune signature spectrale connue. Rien de connu n'y correspondait. Pour la première fois, l'équipe comprit qu'elle avait découvert quelque chose qui pourrait ne pas être naturel. Mais en forant des carottes dans la glace environnante, les capteurs détectèrent des vides irréguliers à proximité. Des poches dont la densité ne correspondait pas à celle de la glace normale. Au moment où les échantillons furent remontés à la surface, l'équipe constata que l'objet n'était pas seul. Une autre entité était figée à ses côtés. La glace vivante. Quand les premiers échantillons de glace furent remontés du forage, les scientifiques remarquèrent quelque chose d'étrange. Les carottes étaient censées être claires, gelées solides de haut en bas. Cependant, plusieurs sections paraissaient troubles, comme du brouillard emprisonné dans du verre. À la lumière, on distinguait de minuscules poches de liquide scellées dans la glace. Flottant dans ces poches, de fins filaments qui ne ressemblaient ni à des fissures, ni à des veines minérales. Ils semblaient presque organiques. Pendant un long moment, personne ne parla.
L'équipe réalisa que chaque échantillon prélevé à proximité du dôme métallique contenait ces mêmes filaments étranges. Dans l'attente du laboratoire, les échantillons furent légèrement décongelés pour une inspection plus approfondie. Un chercheur plaça une lame sous un microscope portable et ajusta la mise au point. Quand l'image apparut, il augmenta l'éclairage pour gagner en clarté et se figea. Les fines mèches bougèrent. Un mouvement infime, juste une secousse, mais il était bien réel. Pensant à une erreur, il répéta l'expérience. Chaque fois que la lumière s'intensifiait, le filament s'agitait, se déplaçant dans l'eau. Le scientifique demanda alors un second avis. Un autre chercheur tenta l'expérience, et la même chose se produisit. Le mouvement était parfaitement constant. La pièce devint complètement silencieuse. Ce qu'ils observaient n'était ni une distorsion minérale, ni une vibration de lentille. C'était une réaction. Les filaments réagissaient à la lumière. Selon des rapports ultérieurs, l'équipe entreprit immédiatement des tests biologiques de base. Sous un éclairage contrôlé, les filaments continuèrent à se contracter et à s'enrouler comme s'ils tentaient de suivre le faisceau. Pour quelque chose enfoui à 4 km sous la surface et scellé depuis des millions d'années, tout mouvement était impossible. « Ça ne peut pas être vivant », murmura l'un des scientifiques. Pourtant, les preuves étaient là, juste devant eux. L'équipe effectua un test génétique rapide à l'aide de leur équipement de séquençage portable. Quand les données revinrent, les résultats les choquèrent profondément. Les fragments d'ADN ne correspondaient à absolument rien de connu sur notre planète. Ce n'étaient ni des bactéries, ni des champignons, ni aucun microbe répertorié. Les séquences étaient complexes, presque comme si elles avaient été conçues. Certains scientifiques suggérèrent qu'il pouvait s'agir d'un extrémophile nouvellement découvert, ayant réussi à survivre dans la glace. D'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une relique d'une époque très ancienne, bien avant l'apparition de toute forme de vie connue. Quelques-uns murmuraient que le motif paraissait contre nature, comme s'il avait été délibérément créé. Pour donner un sens à cette découverte, le chercheur principal proposa une théorie. Le dôme métallique sous la glace aurait pu émettre une forme de chaleur ou de radiation faible mais constante. Cette chaleur aurait pu créer de petites zones d'eau liquide à l'intérieur des couches gelées. Les microbes auraient pu y survivre, protégés pendant des millions d'années, tandis que le reste du continent se figeait entièrement. C'était la seule explication qui concordait avec les preuves, mais elle ne rassurait personne. 2 jours plus tard, la situation commença à changer. Plusieurs flacons scellés contenant les échantillons montrèrent une augmentation de pression. Des bulles apparurent, puis disparurent à l'intérieur des récipients. Observés au microscope, les filaments s'étaient les multipliés. Sur les plateaux d'outils voisins, de petites taches de rouille apparurent, bien que l'équipement fût sec. 2 membres de l'équipe de recherche signalèrent une irritation au poignet après avoir manipulé les échantillons. Les éruptions ressemblaient à de légères brûlures, et une légère odeur métallique resta sur leur peau pendant des heures. Inquiète, l'équipe scella tous les matériaux dans de lourdes caisses de protection pour le transfert. Mais au moment de partir, les compteurs de radiation du laboratoire commencèrent à grimper. Les relevés étaient faibles, mais augmentaient régulièrement. Selon des rapports non vérifiés, les pics augmentaient en intensité chaque fois que les conteneurs étaient déplacés, comme si les échantillons réagissaient au mouvement. Le scientifique principal ordonna une évacuation immédiate et un transport sécurisé. Les caisses furent chargées pour être expédiées vers la surface. Mais pendant le transfert, l'un des flacons de confinement se brisa. Le verre se fendit dans un craquement sec et une brume de liquide s'échappa en sifflant avant que quiconque ne puisse réagir. C'est à ce moment-là que la peur commença réellement. L'éveil sous le dôme. Au moment où la fiole de confinement se brisa, tout à la station Kunlun commença à changer. Des techniciens se précipitèrent pour nettoyer la zone, mais en quelques minutes, la neige autour de la caisse brisée commença à noircir. Une faible lueur se répandit sur le sol, scintillant sous les projecteurs comme de l'huile sur l'eau. Lorsqu'ils tentèrent de la ramasser, la substance fondit dans la neige et se déplaça seule, ondulant vers le site d'excavation. Plusieurs témoins le décrivirent comme vivant et les images de surveillance montrèrent ensuite la décoloration s'étendre en lignes irrégulières vers le forage. Au même moment, les capteurs installés près du dôme commencèrent à enregistrer de nouveaux signaux. Des impulsions à basse fréquence résonnèrent dans le sol, à des intervalles parfaitement cadencés. Chaque impulsion était suivie d'un pic de température mesuré depuis les profondeurs. Le rythme était trop régulier pour être naturel. C'était comme si quelque chose enfoui à l'intérieur du dôme s'était activé et répondait maintenant à ce qui avait été libéré en surface. L'équipe tenta de couper l'alimentation du dispositif de forage et d'isoler l'équipement, mais leurs systèmes commencèrent à tomber en panne les uns après les autres. Les moniteurs d'énergie fluctuaient de façon incontrôlable.
Les boussoles s'affolaient, tournant en rond. Les drones qui surveillaient la zone dévièrent soudainement de leur trajectoire et s'écrasèrent sur la glace. Le générateur de secours s'arrêta, ne laissant que les lumières d'urgence. Selon un rapport non confirmé, l'officier des communications tenta de contacter la station Zhongshan, mais le message fut brouillé par de fortes interférences. Toutes les tentatives de rétablir le contact échouèrent. Pause. La source des interférences semblait provenir d'un point situé directement sous le dôme. Puis vint le premier tremblement. C'était d'abord faible, juste assez pour faire vibrer les instruments. Quelques instants plus tard, une seconde vibration traversa le sol, profonde, rythmée, mécanique. Ce rythme se répétait toutes les quelques secondes, tel le bruit de lourds engrenages en mouvement. Ça ne ressemblait pas à de la glace qui craque, cela paraissait délibéré. L'équipe de terrain à l'extérieur se figea sur place. Le scientifique en chef ordonna une évacuation immédiate et transmit un appel d'urgence codé à Pékin. Avant que cet ordre ne puisse être entièrement exécuté, toute la zone s'embrasa d'une lumière aveuglante. Une lumière aveuglante jaillit du trou de forage, suivie d'une vague de chaleur si intense qu'elle fit fondre plusieurs mètres de neige et de glace en quelques secondes. La température ambiante grimpa de plus de 20 degrés. La vapeur s'élevait en épaisses colonnes et la surface environnante commença à s'effondrer vers l'intérieur. Dans la salle de contrôle, les instruments enregistrèrent un pic soudain de radiation, puis un silence total. Quelques instants plus tard, les relevés s'inversèrent. Les niveaux de radiation chutèrent à zéro, puis passèrent en valeur négative, comme si l'énergie elle-même avait été aspirée de l'air. Les scientifiques qui examinèrent ensuite les données affirmèrent que c'était physiquement impossible. En quelques minutes, tous les signaux de la station Kunlun s'éteignirent. Les satellites en orbite enregistrèrent une distorsion thermique massive autour du site. Toute la zone sembla s'enfoncer de plusieurs mètres dans la glace, ne laissant qu'une faible signature thermique. Aucun autre contact ne fut établi. L'ensemble de l'équipement fut considéré comme détruit. Selon des récits ultérieurs de scientifiques proches du projet, un petit nombre de membres d'équipage auraient pu s'échapper avant la perte totale du signal, bien que leur statut demeure non confirmé. Certains rapports affirment que tous ne survécurent pas, mais les déclarations officielles de Pékin nièrent toute victime et mirent fin à toutes les enquêtes. Chaque journal de bord, transmission et photographie de l'expédition fut scellé sur ordre de la sécurité d'État. Quelques semaines plus tard, des fragments de ces données ont fuité, et ce qu'ils révélèrent choqua les scientifiques du monde entier. L'étouffement de l'affaire et les documents qui ont fuité. Le silence de Kunlun ne dura pas très longtemps. Des semaines après l'incident, une courte vidéo commença à circuler en ligne. Elle montrait le forage entouré de projecteurs, une caméra tremblante tandis que les alarmes retentissaient, et le dôme métallique à moitié enfoui sous le givre. Les dernières secondes capturèrent un éclair aveuglant qui consuma l'image avant que la séquence ne devienne noire. Les spectateurs qui l'avaient vue en avant-première la trouvèrent terrifiante. En quelques heures, la vidéo disparut de toutes les grandes plateformes, remplacée par des messages d'erreur et des liens brisés. Selon des chercheurs ayant archivé des fragments de la séquence, l'emplacement correspondait aux coordonnées exactes de la station Kunlun. La séquence semblait authentique, montrant les mêmes foreuses, marqueurs et le même terrain que sur des photos de recherche chinoises prises avant l'expédition. Les analystes remarquèrent autre chose. L'explosion visible dans la vidéo s'était propagée en un cercle presque parfait, comme si l'onde de choc provenait d'en bas plutôt que d'en haut. Pékin publia rapidement un communiqué officiel. Le rapport décrivit l'incident comme un dégagement de gaz glaciaire, un événement qui aurait provoqué des pics de chaleur et la perte d'instruments sensibles. Il fut affirmé qu'il n'y avait aucune victime et plus aucun danger. L'explication, brève et étrangement distante, évitait toute mention de l'anomalie radar, des échantillons microbiens ou de la coupure de communication. Cette déclaration ne fit qu'accentuer les soupçons. Puis vinrent les fuites. Des courriels anonymes parvinrent à des journalistes et à des médias scientifiques, accompagnés de copies de rapports de mission internes. Les documents décrivaient la même explosion, mais incluaient des détails absents du compte-rendu officiel. Ils mentionnaient des impulsions magnétiques, des inversions de température et un étrange motif enregistré quelques secondes avant l'explosion. Un message affirmait que le dôme n'avait pas été ouvert par les scientifiques. « Il s'est ouvert tout seul », écrivit l'expéditeur. Un autre suggéra que la surtension énergétique avait été déclenchée au moment où l'échantillon microbien avait été exposé à l'air libre. Aucune des sources ne fournit de preuves, et chaque message se terminait par un avertissement. Arrêtez de poser des questions.
des scientifiques internationaux commencèrent à exiger des réponses, mais l'Académie chinoise des sciences refusa de commenter davantage. Selon certains rapports, quelques membres de l'expédition furent discrètement réaffectés ou retirés des listes publiques. Les responsables appelèrent cela une restructuration administrative. Les critiques y virent une tentative de dissimulation. Alors que l'histoire gagnait en ampleur, une voix l'amplifia au-delà de la communauté scientifique. Joe Rogan consacra un segment entier de son podcast à l'incident. Il rediffusa l'extrait divulgué image par image, demandant pourquoi il avait été retiré si rapidement. Il rappela aux auditeurs que l'Antarctique est depuis longtemps un centre de secrets mondiaux. Il cita l'opération High Jump, la mission américaine de 1946 qui envoya des milliers de soldats vers le sud pour des raisons inconnues. Il évoqua des cartes montrant des côtes sans glace des siècles avant la découverte moderne. Il interviewa des explorateurs décrivant l'Antarctique comme un endroit qui ne veut pas de nous. Rogan n'affirma pas détenir de preuves. Il posa les questions que personne d'autre n'osait poser. Pourquoi une simple fuite de gaz déclencherait-elle des pics de radiation, des impulsions magnétiques et un blocage total des données? Pourquoi la Chine effacerait-elle les noms de tout un équipage si rien n'avait mal tourné? Sa discussion raviva l'intérêt mondial. À la fin de l'année, deux versions de l'histoire coexistaient. La version officielle affirmait qu'un événement glaciaire naturel avait détruit l'équipement et mis fin à la mission. La version officieuse prétendait que quelque chose d'ancien s'était réveillé sous la glace et que cela n'était jamais totalement retombé dans le silence. Si cela est vrai, la question n'est plus de savoir ce que la Chine a trouvé sous la glace, mais ce qui pourrait déjà être éveillé en dessous. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.